Nous avons une séance avec la présidente de la Cour des comptes, en effet, ce matin. C'est le dernier point donc, de ma visite de toutes les institutions de la République. Et donc, du coup, je suis heureux de terminer cette tournée. Et la spécificité aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire à chaque fois, il y a une spécificité. Celle-ci, c'est que la Cour des comptes, avec son rôle qui consiste justement à vérifier comment est utilisé l'argent public partout où il passe, est un élément important pour nous au niveau du Conseil économique et social pour mieux savoir quel type de relais nous pourrions faire auprès des populations. Une chambre de contrôle des institutions et des ministères, contrôle de gestion et jugement. Une chambre de contrôle des collectivités locales, chambre donc de contrôle de gestion et de jugement. Et une troisième chambre de contrôle de gestion, cette fois-ci, des entreprises semi-publiques, donc qui bénéficient des fonds publics sans jugement. Voilà les trois notions que nous retenons comme étant celles qui sont portées par les trois chambres de la Cour des comptes. Alors, bien entendu, l'idée, c'est de nous assurer de comment déjà nous, en tant qu'institution, cela fonctionne. Parce qu'une institution de la République également bénéficie des fonds de l'État, du contribuable. Et donc, en cette matière-là, à notre niveau, tout est clair, évidemment au niveau du Conseil économique et social, depuis mon arrivée. Mais il est important de savoir quel type d'impact nous pourrions porter auprès des populations. Je donne un exemple. Et c'est l'un des points que nous avons évoqué avec Madame la Présidente, parce qu'elle est très pédagogue, elle a pris le temps de m'expliquer les choses. Nous avons par exemple les réformes au niveau des collectivités locales, où depuis maintenant 3 ans, vous savez qu'il y a eu l'arrivée donc des secrétaires exécutifs, etc. Donc tous ces agents qui ont un rôle important dans nos différentes communes et municipalités. Il s'avère que le constat qui est fait au niveau de la Cour des comptes est que la gestion qui est constatée aujourd'hui depuis l'avènement de ces agents apporte une amélioration substantielle dans la gestion des comptes comparée à la période d'avant. Ce qui veut dire que, quelque part, il y a un vrai impact de la nouvelle loi qu'on peut mesurer et il nous semble important, nous, en tant que Conseil économique et social, d'être au fait de ces choses-là pour savoir mieux les porter, mieux les partager avec les populations. Donc voilà un peu le résumé de ce que nous avons eu ce matin. Se fouiller sur son signe astrologique, c'est un truc très génial pour soi-même. Par exemple, quand tu te connais toi-même, tu connais déjà ton signe. Peut-être ton signe aime la couleur rouge. Voilà, tu portes de couleur blanc. Oui, on peut croire ça. Parce que l'expérience que moi j'ai fait, je vois que tout ce qu'on dit dedans, c'était vrai. Bon, peut-être on dit que il y a des jours qui ne sont pas bons, il y a des mauvais jours. Les signes astrologiques, pour moi, en fait, il n'y a pas la réalité, en fait. Donc, je pense que c'est du mythe, parce que ça dépend de ta personnalité, de comment tu veux vivre ta vie, en fait, de tes manières, de ta réaction. Bon, ça dépend de toi, en fait. Ça dépend de ce que tu penses de la vie. Pour vous dire vrai, pour les signes astrologiques, là, moi, je ne crois pas à ce genre de trucs. Parce que c'est des choses qui ont été instaurées par des hommes. Et l'homme ne peut pas diriger l'homme et nous aurons quelque chose de concret. Pour moi, je ne peux pas dire de ne pas croire à son signe zodiaque parce que chacun a sa foi, chacun fréquente une religion donnée. Moi, je suis un chrétien. Ce n'est pas forcément les signes astrologiques qui agissent sur l'homme. Bien bon. Je ne dirais pas parce que moi je suis poisson, je vais réagir forcément comme on dit les signes astrologiques. Ça dépend aussi de l'éducation et de ma personnalité. Quand tu connais ton signe, tu sais déjà comment s'habituer, c'est la nature. De se connaître, c'est la nature. Tu sais, tu vas savoir comment se comporter envers tes prochains. Peut-être l'habit que tu portes, si ce n'est pas
de ton couleur. Il y a des gens qui peuvent porter des multicolores, il y a des gens qui peuvent porter bleu ou rouge. Bon, ça dépend du signe géologique. On peut croire à Dieu, mais on peut croire encore aussi à son signe. Je pense que le discours qu'on veut tenir, la communication qu'on veut tenir dépend de la cible à laquelle on veut s'adresser. Ce n'est pas pour moi une façon d'accorder plus de crédit à l'international qu'à l'interne. Pour moi, ça dépend de la communication. Le chef de l'État, pour moi, les chefs d'État, parce que ce n'est pas que le Bénin, le constat se fait partout pratiquement en Afrique, pour ne pas dire au monde. Lorsqu'un chef d'État veut parler, les sujets sur lesquels il va opiner, c'est comme si les sujets-là sont connus à l'interne. C'est comme si les gens au pays n'ont pas besoin forcément de ces sujets-là. La preuve, il a dit des choses que nous savons pratiquement déjà sur plusieurs plans, des choses que nous avons entendues sur plusieurs plans. Donc quand je prends la communication gouvernementale, la communication présidentielle, moi je pense beaucoup plus que c'est une communication qui doit être orientée vers l'extérieur. Tout président travaille pour révéler son pays. Tout président travaille pour porter l'image de son pays à l'international. Tout président travaille pour la visibilité de son pays. Donc, quand il s'agit de la visibilité, quand il s'agit de révéler son pays à l'extérieur, il faut beaucoup plus parler dans des médias qui ont une connotation internationale, des médias qui ont une connotation mondiale, qui peuvent atteindre tous les coins du monde le plus facilement possible. Donc, ce que je comprends, c'est que pour moi, pour la plupart du temps, la communication gouvernementale est orientée vers l'extérieur, est orientée vers l'international. Et quand c'est le cas, je pense beaucoup plus qu'on s'adresse à des gens qui sont au-delà du pays en question. Je ne prends pas ça comme une négligence à la presse locale, je ne prends pas ça comme un manque de considération à la presse nationale. Je prends ça comme une communication orientée vers l'extérieur et donc il faut s'adresser à ces médias-là qui peuvent rapidement toucher le monde entier. Moi, je ne peux pas demander une interview, je ne peux pas me gêner, rédiger des protocoles d'interview, mes questions à moi, préparer mes rendez-vous et après je me retrouve avec tout le monde. L'exclusivité que je recherche ne sera plus mon exclusivité. Ça sera vendu, ça sera propagé. La preuve, les médias locaux ont demandé même copie de l'interview à la présidence, ce que la présidence n'a pas donné jusque-là. Parce que c'est, comme on le dit, le droit d'auteur appartient aux médias qui a demandé l'interview. Vous savez que quand vous demandez l'interview, on vous demande d'envoyer le questionnaire. Vous rédigez votre questionnaire à vous, selon ce que vous voulez demander, l'angle que vous voulez aborder, l'objectif que vous voulez atteindre, ce que vous voulez. De tout ça, donc, je ne pense pas que quelqu'un veuille demander son interview dans les règles de l'art et qu'on ajoute la presse locale parce qu'on voudrait que l'information soit répandue. Ça ne va pas respecter les normes en la matière. Donc, celui qui a demandé, c'est lui qui a l'exclusivité, c'est lui qui a le droit d'auteur et tout. Donc, ce ne serait pas bien séant que la présidence, la communication de la présidence associe la presse locale parce qu'on voudrait que l'information porte. Non. Si le président veut parler aux Béninois, le président sait comment faire pour parler aux Béninois. Si un président veut parler à son peuple, il n'a pas besoin d'escalader à travers un média international pour le faire. Donc, il y a les moyens qui sont là, il y a les méthodes qu'on connaît. Et donc, plus besoin de nous associer à ce que Jeune Afrique a fait. Et je pense que c'est un droit d'auteur, c'est la question du droit d'auteur qui se pose. C'est la question de l'exclusivité du journal qui a fait la demande qui se pose à ce niveau. Donc, il faut respecter cela pour l'organe. Et je suis convaincu que si vous vous gênez, vous rédigez votre protocole d'interview, vous demandez, vous écrivez, rendez-vous sur rendez-vous, et qu'un jour, ça porte et que vous venez vous retrouver un ensemble de médias autour de vous, ça ne va pas vous plaire. C'est la règle du métier. C'est celui qui a fait la demande qui a l'exclusivité. Si après, l'opportunité est donnée et que l'interview se retrouve devant la place publique et que les autres en fassent usage, ça c'est différent. S'il plaît à Dieu, on va mettre une unité de cuir dans la zone de Kaya pour transformer beaucoup de choses sur place nous-mêmes et créer tout ce que nous avons besoin. Tant qu'on ne va pas arriver à cette étape et qu'on va continuer à payer dehors, notre richesse ne va pas nous profiter. Il faut qu'on change de paradigme dès maintenant. C'est là qu'il y a l'emploi.
C'est là que les gens vont travailler et c'est là notre vraie indépendance. Dernier point, qui sont donc nos camarades élèves et étudiants, qui ont beaucoup de doléances. En tout cas, je peux vous assurer qu'on connaît tous vos problèmes. On va faire des cités universitaires et même les questions des restaurants, de bourses, intermédiaires, tout ça sont des problèmes qu'on connaît. Mais c'est petit à petit. On ne peut pas régler ça tout de suite. Vous avez déjà la construction de la cité ici, c'est ça, le bâtiment administratif. On espère que l'année prochaine ou plus tard, on va lancer la cité universitaire, agrandir les capacités des restaurants universitaires, augmenter le nombre de plats et pour finir la question des bourses. Parce que nous travaillons à maîtriser actuellement les dépenses militaires pour pouvoir injecter dans notre éducation. Parce que l'éducation, c'est la clé. Donc, on ne vous a pas oublié tous ces problèmes cités. Je parlais donc même des laboratoires au ministre. Je dis de trouver un standard, un certain nombre d'équipements minimum et on va construire des laboratoires dignes de ce nom dans nos universités. Parce que des gens vont venir faire une filière scientifique, aller sortir, même microscope, il n'a pas pu regarder une cellule végétale au microscope. Ce n'est pas possible. Oui, nous tous on a fait les séries scientifiques. Pour avoir accès au petit laboratoire, vous rentrez s'il n'y a que 7 ou 8 microscopes. Peut-être même tout ne fonctionne pas. Tout le monde ne peut pas avoir accès. C'est la réalité, c'est toujours ça. Donc, il est là-dessus. On veut créer des laboratoires types dans beaucoup de nos universités. Vous ne pouvez pas venir et ne pas pouvoir avoir accès à un certain minimum d'équipements scientifiques de laboratoire pour faire vos tests et vous familiariser. C'est dans ça qu'on peut créer. Si on n'a pas développé ce volet laboratoire, on a des théoriciens qu'on crée. J'étais surpris même d'apprendre que même au niveau de nos chercheurs, il n'y a pas de microscope électronique à balayage au Burkina. Depuis que le Burkina existe, il n'y a pas ça. Et j'ai demandé au ministre, j'ai dit, mais comment vous faites donc la recherche? On est obligé d'aller à l'extérieur, louer des laboratoires, payer de l'argent pour faire. Pendant que le microscope électronique à balayage, je ne pense pas que ça coûte le milliard. Comment on ne peut pas le faire? Actuellement, on est en train de payer ça pour installer au Burkina, pour qu'on puisse faire tout sur place ici. Donc, j'espère que d'ici là, tout ça sera opérationnel et que ça puisse profiter donc, aux étudiants même, aux chercheurs, aux scientifiques, pour pouvoir avancer dans leurs recherches. Les salles informatiques et tout ce qui s'ensuit. Donc, on va voir tout ce qui est possible. Le ministère même avait déjà lancé pour acquérir un certain nombre d'ordinateurs pour que les étudiants puissent avoir les salles de façon bien équipée. Et c'est fait avec le Burkinabé, c'est ça? Il y a une unité burkinabé qui fabrique des ordinateurs. Donc, on a fait une convention la dernière fois pour pouvoir payer beaucoup d'équipements avec lui et équiper nos centres universitaires. Et vous aurez donc accès normalement à ces salles-là pour que vous puissiez faire vos recherches. Et l'Internet, je pense que ça, c'est en train de s'améliorer dans beaucoup d'universités. L'Internet est là maintenant pour les recherches. On peut aller vite et très bien dans la guerre et dans le développement. Nous avons foi, nous ne perdons jamais espoir, nous sommes vraiment très confiants. Et tant qu'on vous voit motivé, mobilisé, c'est notre carburant comme ça. On ne se fatigue jamais, on va continuer d'avancer dans ce sens-là. Et je disais donc à tous les ministres, j'ai dit de serrer la ceinture. Depuis qu'on est là, il n'y a pas de vacances gouvernementales. Ça travaille 24 sur 24. L'ALT aussi, c'est ça. Il n'y a pas de vacances pour que des députés aillent se coucher au village. Il faut travailler 24 sur 24, 12 mois sur 12. Donc on est dans ce rythme. Tant que les soldats au front n'ont pas de repos, il n'y a pas de raison que derrière on ait du repos. Et j'invite donc toute l'administration à se mettre au pas ainsi pour accompagner donc les forces vives dans tout ce qu'ils font. Et donc je pense que petit à petit il y a de la progression, on voit beaucoup de changements de comportement. Il faut qu'on arrive à totalement changer la donne. Le Burkina Faso est une référence et nous devons maintenir le flambeau très haut. Corneille Nangaa fait-il désormais cavalier seul? Le chef rebelle de l'alliance politico-militaire M23-FC continue les combats en dépit d'un accord de cessez-le-feu acté à Doha mardi entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Paul Kagame, parrain de la rébellion. Mercredi, le M23 a pris le contrôle de Walikale, une localité stratégique proche d'importants gisements d'or et d'étain. Nous n'avons plus rien à perdre. Nous nous battrons jusqu'à ce que notre cause soit entendue, a-t-il déclaré à Reuters jeudi.
Tout en continuant les combats, Corneille Nangaa dit attendre les conclusions officielles de la rencontre de Doha. Concernant un éventuel accord entre Kinshasa et Washington, il a averti que le peuple congolais qui est souverain bloquera la voie à ce qu'il qualifie de trahison et de tromperie. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a exclu jeudi toute possibilité de guerre avec l'Érythrée, malgré une montée des tensions entre les deux pays. L'enjeu principal, l'accès maritime de l'Éthiopie et le contrôle du stratégique port d'Assab. Pays enclavé depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993, l'Éthiopie cherche activement un débouché maritime. Abiy Ahmed a réaffirmé jeudi que cette quête se fera de manière pacifique et diplomatique. Cependant, Asmara accuse Addis Abeba de nourrir des ambitions sur le port d'Assab. L'Érythrée a appelé la communauté internationale à faire pression sur l'Éthiopie et qualifiant de fausses les allégations d'une préparation militaire contre son voisin. Malgré l'absence de déclaration officielle de guerre, les deux pays ont déployé des troupes dans les zones frontalières du Nord-Est. Une situation qui suscite des craintes quant à une possible confrontation autour du port d'Assab. Dans l'état de l'unité au Soudan du Sud, ces femmes sont formées à la fabrication de perles et l'impression de chemises destinées à être vendues sur les marchés locaux. Une initiative des casques bleus ghanéens dans le pays. Ces soldats de la paix veulent donner à ces Sud-Soudanaises les outils pour leur indépendance financière. C'est nouveau pour nous parce que nous n'avons jamais vu une initiative semblable à celle que le contingent ghanéen vient de nous proposer. Nous allons maintenir cet élan. Nous sommes tous heureux. Ces soldats ghanéens ne se limitent donc pas seulement au maintien de la paix dans un pays qui a connu la guerre précocement. Le contingent participe aussi à la résilience des Sud-Soudanaises. En formant ces femmes, nous cherchons à les autonomiser économiquement ou à leur donner une sorte d'indépendance économique car en acquérant ces compétences artisanales, les femmes peuvent créer leur propre entreprise et générer des revenus. Cette indépendance financière améliorera non seulement leur qualité de vie, mais contribuera également au développement de leur communauté et de la nation dans son ensemble. La formation vise aussi l'amélioration de l'égalité des sexes au Soudan du Sud, où les femmes sont souvent exclues des activités économiques. L'Afrique du Sud tente d'améliorer ses relations avec les États-Unis. Après l'expulsion de son ambassadeur par l'administration Trump, le pays se montre conciliant. L'objectif est d'améliorer les relations commerciales alors que le climat entre les deux pays est plus tendu que jamais. Lors d'un point de presse ce jeudi, le porte-parole de la présidence a confirmé la volonté du chef de l'État Cyril Ramaphosa d'aplatir les différends. Le président tient à ce que nous examinions les possibilités d'amélioration des relations, en particulier sur le plan commercial, où il existe de nombreuses opportunités d'échange. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence dirige un processus visant à examiner les opportunités de biens échangeables et à voir comment nous pouvons l'élargir afin que le moment venu, lorsque nous commencerons à avoir des engagements intensifiés, nous soyons également en mesure d'adopter une approche tournée vers l'avenir. S'il a reconnu que l'état actuel des relations était préoccupant, le porte-parole refuse d'y voir une impasse et reste convaincu que la situation peut s'améliorer. Le président va prendre son temps pour examiner les options. L'absence d'un ambassadeur à Washington ne signifie pas l'absence d'engagement avec l'administration Trump. De même, tout comme ici en Afrique du Sud, les États-Unis n'ont pas encore nommé d'ambassadeur, mais nous avons pu, à différents niveaux du gouvernement, continuer à avoir des engagements avec les diplomates de l'ambassade des États-Unis. Pour l'heure,
Ni le président Trump ou son administration n'ont répondu à cette main tendue de l'Afrique du Sud. À la fin, ce sont toujours les Finlandais qui gagnent. La Finlande a été désignée pour la 8e année consécutive comme le pays le plus heureux du monde par le World Happiness Report 2025, publié jeudi, entre calme, tranquillité et les habitudes en matière de communication. Nous sommes vraiment calmes, nous avons donc le temps de penser à des choses comme vivre notre vie paisiblement. Les gens se font confiance en Finlande et je pense qu'à de nombreux niveaux de la société, nous essayons de nous soutenir les uns les autres. Je pense donc que le système permet de se faire confiance d'une manière ou d'une autre. La Sierra Leone en Afrique de l'Ouest est le 2e pays le plus malheureux, suivi par le Liban. Une miraculée enfuie sous les décombres. Après le bombardement d'un village près de la ville de Khan Younes, les sauveteurs ont pu secourir une petite fille âgée de seulement 1 mois. Un bébé rescapé, alors que ces frappes attribuées à l'armée israélienne ont fait au moins 58 morts. Il y a une petite fille. Lorsque nous avons interrogé les gens, ils nous ont dit qu'elle avait 1 mois et qu'elle était sous les décombres. Depuis l'aube, elle a crié et s'est tue de temps en temps, jusqu'à ce que nous puissions la sortir il y a peu de temps. Et grâce à Dieu, elle est saine et sauve. La frappe qui a détruit sa maison a tué au moins 16 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants. Le village est situé dans une zone où l'armée israélienne a ordonné une évacuation au début de semaine. Dear friends and colleagues, the 144th IOC session has elected as the 10th President of the International Olympic Committee, Mrs. Kirsty Coventry. Elle est la première femme et la première africaine à accéder à ce poste. La Zimbabwéenne Kirsty Coventry vient d'être élue présidente du Comité international olympique. L'ancienne sportive de haut niveau faisait partie des 7 candidats en lice pour succéder à Thomas Bach, élu en 2013 puis réélu en 2021. Ce dernier avait atteint la limite du nombre de mandats à la présidence du CIO. À l'issue du vote à huis clos, les 109 membres du comité ont élu Kirsty Coventry pour un mandat de 8 ans, reconductible une fois pour 4 ans supplémentaires. À 41 ans, elle a d'abord connu une longue et glorieuse carrière dans le sport, en remportant notamment 7 médailles olympiques, dont 2 en or en 5 éditions. La sportive a par la suite évolué en politique, en tant que ministre des Sports de son pays depuis 2018.